La semaine en revue dans ici FM, une autre semaine s'achève avec son actualité que nous allons décrypter avec notre invité. Cette actualité, et notamment ces temps forts, et notre invité pour analyser, faire des éclairages et contribuer au débat est Melek Théodore. Il est le président du parti politique UDC, l'Union démocratique et citoyenne de Côte d'Ivoire. Melek Théodore, il faut le rappeler, est un homme politique qui a occupé plusieurs postes de ministre en Côte d'Ivoire. Il a été également élu député et maire dans la commune de Cocody à Abidjan. Monsieur le président Melek Théodore, bonjour. Bonjour. Alors monsieur le président, comment va le parti l'UDC? L'UDC va son chemin. L'UDC continue à se battre pour la réconciliation des cœurs des Ivoiriens et pour la reconstruction et la renaissance de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous continuez votre travail sur le terrain pour l'implantation du parti qui a quand même quelques années, hein? Tout à fait. Nous continuons. Ce qui est important, c'est de maintenir la flamme au niveau de ceux qui ont placé leur espoir dans notre parti. Et c'est ce qui se fait, les visites à l'intérieur, les visites aux sections, puisque nous sommes pratiquement implantés partout en Côte d'Ivoire. Nous rappelons en passant que vous êtes signataire de l'accord de Marcoussis, cet accord qui, dans la période la plus difficile, a permis à la Côte d'Ivoire de sortir des crises. Alors, est-ce que vous espériez toujours en cet accord ou pour vous, il est complètement refermé? Je pense qu'il se referme avec cette constitution qui est proposée aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Et il appartient aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, aux gens de bonne volonté, aux gens épris de paix, de faire en sorte que les obstacles qui continueront à se dresser sur le chemin de la paix puissent être levés. Ce n'est pas facile pour beaucoup de personnalités politiques, mais je crois que c'est surtout ce que le peuple ivoirien attend. En profitant pour vous dire bonjour, chers auditeurs, et bienvenue sur votre espace privilégié, la semaine en revue de l'ICI FM. Vous le disiez à l'instant, monsieur le président Melek Théodore, l'actualité cette semaine a été marquée par la remise de l'avant-projet de constitution au président de la République, Alassane Ouattara, par le comité des experts présidé par le professeur Boniface Ouraga Obou. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel où était Jean-Claude Mabéa pour le compte de l'ICI FM. Voici son compte-rendu. Avant la remise de l'avant-projet de constitution à leur mandant, le président du comité d'experts a présenté les résultats de 4 mois de travaux. Professeur Ouraga Obou. S'agissant de nos termes de référence, vous avez indiqué ceci. Institution d'une vice-présidence. Ce qui va se traduire dans les faits par le passage du bicéphalisme actuel à un tricéphalisme au niveau de l'exécutif. Institution d'un Sénat dont les 2/3 des membres seront élus au suffrage universel et 1/3 des membres nommés par vous. Ce qui va conduire au passage d'un parlement monocaméral à un parlement bicaméral. Valorisation du champ de compétences du Conseil économique et social, constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Après réception de l'avant-projet de constitution, le président de la République a salué le travail réalisé par le comité d'experts avant de rappeler les prochaines étapes du processus. Alassane Ouattara. Conformément au chronogramme, nous procéderons à l'examen de l'avant-projet de constitution en Conseil des ministres le mercredi 28 septembre prochain. Le Parlement sera saisi dès l'ouverture de la deuxième session ordinaire le 5 octobre pour l'examen de l'avant-projet de loi portant constitution. S'il est voté par l'Assemblée nationale, le projet de loi portant constitution sera soumis au référendum, car ce sont nos concitoyens qui auront le dernier mot. Le comité d'experts doit poursuivre sa mission à travers des consultations, a indiqué le président de la République. Président Melek Théodore, le projet de loi portant constitution a été adopté par le Conseil des ministres. Il va suivre son processus jusqu'à l'élection référendaire. Alors vous, à l'UDC, le parti dont vous êtes le président, est-ce que vous avez reçu copie de ce texte-là? Nous n'avons pas encore reçu copie du texte. Je pense que le texte sera mis à la disposition des partis politiques. C'est du moins ce que je souhaite au travers le CPD, le cadre permanent de dialogue. En tout cas, nous en ferons la demande pour que nous puissions à notre tour y apporter, si besoin était, des observations. Votre reporter a dit tout à l'heure que le président a demandé au comité d'experts de continuer ses consultations. Ça
veut dire qu'il y a une ouverture qui existe et que les portes ne sont pas fermées, même si d'aucuns aujourd'hui continuent de dire que c'est une procédure par effraction. Alors à quel moment vous adressez cette demande à l'exécutif pour avoir une copie dans le cadre, vous l'avez dit, du dialogue permanent? Non, mais nous avons déjà saisi le ministre d'État auprès du chef de l'État chargé du dialogue avec l'opposition pour lui dire que nous souhaitons que la communication soit faite de ce texte au prochain CPD et que le prochain CPD devrait se tenir le plus rapidement. Avant l'Assemblée nationale ou après? Mais non, c'est ce que j'allais dire. Je ne saurais vous dire si c'est avant ou après l'Assemblée nationale, mais c'est dans le pipeline. Alors quelle est votre position par rapport à ce projet de nouvelle constitution et le processus qu'il suit? Écoutez, nous avons eu l'occasion jeudi dernier de nous rassembler avec 9 autres partis autour d'une table ronde pour parler de cette constitution et voir ensemble quelles étaient les conditions pour apporter notre soutien à cette constitution. Il en est ressorti un protocole d'accord selon lequel nous nous tenons à la disposition du gouvernement pour l'accompagner dans ce processus parce que l'UDC est signataire des accords de Marcoussis comme vous avez voulu le rappeler tantôt et à ce titre nous ne pouvons pas nous dérober de ce que nous estimons être la dernière pierre qu'il faut mettre avant de poser le toit de la maison. Donc c'est un peu la dernière étape. Vous savez, il n'y a jamais quelque chose de bien qui ne naisse sans difficulté, sans souffrance. Je crois que la Côte d'Ivoire a assez souffert et qu'elle doit pouvoir entrer dans une ère nouvelle de renaissance, de reconstruction. Et cela commence par ces institutions fortes, par le renforcement de la démocratie. Alors vous, à l'UDC et tous vos alliés, vous qui étiez à la table ronde dont vous parliez à l'instant, vous adhérez au projet? Oui, nous adhérons au projet dans la mesure où, comme je viens de vous le dire, c'est la dernière étape de la réalisation des accords de Marcoussis. Il reste encore, bien sûr, quelques détails importants, tels que la révision de la loi sur le foncier et sa vulgarisation, parce que le foncier continue d'être une source de difficultés dans nos différentes régions. À en croire le président du comité d'experts, le professeur Boniface Ouattara-Garoubou, ce projet de loi portant constitution va donner à la Côte d'Ivoire, si le oui l'emporte, bien entendu, un exécutif tricéphale, à savoir un président, un vice-président et un premier ministre, mais également une assemblée nationale bicamérale, c'est-à-dire à 2 chambres, avec la création d'un Sénat. Alors que peuvent être, selon vous, les avantages de toutes ces institutions? Bien, je crois que le professeur, que je respecte beaucoup, et il le sait, a fait peut-être un abus de langage en parlant d'un exécutif tricéphale, parce que l'exécutif, c'est l'exécutif, et il n'y a qu'un seul chef de l'exécutif, qui est le président de la République. Parce que, dit comme ça, on aurait l'impression que chaque institution qui compose l'exécutif prend des décisions qui peuvent être contraires à celles prises par le chef de l'exécutif. Donc, je ne dirais pas comme ça. Je dirais que, comme dans beaucoup de pays, aux États-Unis, il y a un vice-président. C'est pas un exécutif bicéphale. Quand il y avait que la primature, on ne parlait pas d'exécutif bicéphale. Bon, je pense que ce sont des choses qui vont se corriger d'elles-mêmes. La chambre bicamérale, effectivement, je dirais un parlement à 2 chambres, parce qu'une assemblée nationale, c'est une assemblée nationale et un Sénat, c'est un Sénat. En France, la conjonction des deux s'appelle le Congrès. Donc, bon, appelons ça Assemblée nationale pour le moment. J'ai pas vu les textes, donc moi, je ne peux pas vous confirmer. Moi, il a dit, le président du comité d'experts l'a dit, alors c'est sur cette base. Alors, allons-y pour une Assemblée nationale à 2 chambres, mais disons que la chambre bicamérale est une bonne chose, puisque dans tous les pays, les sénateurs sont considérés un peu comme les sages, qui modèrent, qui tempèrent un peu les débats de la chambre parlementaire, et je crois que c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, tout reste à savoir quels sont les mécanismes qui vont régir l'existence de ces 2 chambres, quel est le premier examen, quel est le deuxième examen, par qui ça commence, qui a le dernier mot. Ce sont des choses qu'on ne peut dire que lorsque on a effectivement le texte
texte sous les yeux, à moins que cela ne fasse l'objet d'une loi organique particulière un peu plus tard. Alors avec toutes ces institutions, la Côte d'Ivoire se modernise davantage. Pour moi, normalement, chacun devrait pouvoir y trouver sa place. Sa place dans la réflexion, sa place dans l'initiative. Chacun devait pouvoir se comporter en citoyen, je dirais, moderne. Mais ce qui nous a intéressés, nous le plus intéressés et sur lequel j'insiste encore, et que nous n'avons pas manqué de relever auprès du comité des experts, c'est la question du pouvoir judiciaire, sur lequel effectivement il y a une discussion, parce que le pouvoir judiciaire doit être indépendant des deux autres pouvoirs, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Je ne sais pas si le pouvoir judiciaire sera renforcé ou si on revient à une formule d'autorité judiciaire placée donc sous l'autorité de l'exécutif, mais il semble que le président de la République a déjà annoncé qu'il ne siégerait pas au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui veut dire qu'il se retirerait du mécanisme judiciaire. Et ça rejoint vos propositions. Ça rejoint nos propositions en partie. Maintenant, quid du procureur général, de la liberté des procureurs, de la liberté des juges du siège, parce que nous insistons, pour une république moderne ne peut fonctionner que si les justiciables que nous sommes tous ont confiance dans la justice. C'est une question qui est importante et il faut aller vers cette liberté. Sur cet élément que nous avons suivi ensemble, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a parlé de chronogramme pour ce qui concerne le projet de loi portant constitution qui doit aboutir à un référendum probablement dans ce mois d'octobre. Alors, Melek Théodore, est-ce que ce chronogramme, selon vous, est tenable? Est-ce que vous vous souvenez que jusque dans les dernières heures, on ne savait pas quel était le sort qui était réservé à la conjonction de coordination ou de subordination contenue dans l'article 35 et qui a fait polémique? Le et le ou. Le et le ou. On aurait pu dire à ce moment-là que tant qu'il n'y avait pas de clarification sur le et le ou, on n'allait pas voter. Mais vous êtes témoin comme moi que le vote a eu quand même lieu. Maintenant, c'est la vulgarisation et la discussion autour de ce texte. Je pense que le président de la République pourra prendre la mesure de ce débat et qu'il pourra, s'il estime que les délais peuvent être tenus, aller à la présentation du texte référendaire. S'il estime que les délais sont trop justes, il peut revenir à une autre date qui sera fixée certainement d'accord parti. Mais il faut faire confiance, je crois que c'est la CEI qui doit pouvoir être à même de dire nous ne pouvons pas organiser un référendum en 15 jours. Donc je ne pense pas que ce soit un souci particulier. Au cours de la cérémonie de remise de l'avant-projet de constitution au président Alassane Ouattara, le professeur Boniface Ouagadougou a fait la comparaison entre les différentes constitutions de Côte d'Ivoire de 1960 et de 2000 jusqu'à ce projet de nouvelle constitution. Nous l'écoutons dans les propos recueillis par Jean-Claude Mabé. Nous avons eu de nombreux échanges avec vous, Monsieur le Président de la République. Le comité d'experts a rencontré 40 institutions, structures et leaders sur 44 initialement attendus. Quant à notre mode opératoire, ça a été la recherche constante du consensus et une discrétion absolue. D'abord, la Constitution de 3 novembre 1960. Elle comportait 65 articles répartis dans 13 titres. La Constitution du 1er août 2000. Elle comporte 133 articles répartis dans 15 articles. Par rapport à la Constitution de 1960, celle de 2000 comporte 57 articles de plus ainsi que 2 titres de plus. Quant à l'avant-projet de constitution à vous remettre, il comporte 184 articles répartis dans 16 titres et 50 chapitres. Par rapport à la constitution de 2000, l'avant-projet de constitution comporte 51 articles de plus ainsi qu'un titre de plus. Autre fait marquant, par rapport aux deux premières constitutions de 60 et de 2000,
l'avant-projet de constitution comporte des chapitres. C'est une innovation majeure. On sait que vous n'êtes pas juriste, on sait que vous êtes homme politique, mais tout ce qu'il disait là, le juriste, le constitutionnaliste, le professeur Rodaga Obou, au nombre de titres, au nombre d'articles, il précise qu'il y a un fait marquant, c'est la présence des chapitres dans ce projet de nouvelle constitution. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il y a des constitutions qui sont très solides et qui ne comportent même pas 3 titres. Ce n'est pas pour moi un critère particulier de changement. Non, je pense que ce que le professeur veut dire pour nous qui sommes des politiques et qui devons aller devant nos concitoyens, c'est de dire que les questions ont été examinées avec plus de précision et donc certainement qu'un certain nombre d'articles ont dû être explicités et que par conséquent c'est effectivement, si c'était le cas, un fait majeur, plutôt que de penser simplement que le bon sens des uns et des autres devrait permettre une lecture plus aisée. Ceci étant, je dirais quand même que la Constitution ne doit pas laisser de place aux doutes, aux interrogations et aux interprétations. Dans la foulée donc, le président de la République s'est rendu chez le président de la conférence des présidents du RHDP. Le RHDP, il faut le rappeler, c'est le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Il s'agit bien du président du PDCI, Henri Konan Bédié. Boni Kabié a suivi cette rencontre. 48 heures après la remise par le comité d'experts de l'avant-projet de constitution, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président Henri Konan Bédié avant de préciser ceci à la presse. Le président Bédié a été président du Parlement pendant de nombreuses années pour voir un peu comment il voyait cette procédure. Nous nous sommes entendus sur la meilleure manière de gérer cette évolution de l'avant-projet de constitution et nous ferons des propositions bien sûr au président de l'Assemblée nationale et au groupe parlementaire du RHDP pour que le document d'avant-projet soit examiné le plus tôt possible, bien avant mi-octobre, pour permettre le référendum dans les délais appropriés. Deuxième sujet à l'ordre du jour, la reprise du dialogue politique. La situation sociopolitique dans notre pays, le dialogue avec l'opposition doit se poursuivre. C'est d'ailleurs ce que fait le ministre d'État, Sanoa Oussou, qui a déjà rencontré ces temps-ci le Front populaire ivoirien et les autres partis politiques du cadre permanent de concertation. Et nous sommes convenus également que tout doit être mis en œuvre pour que cette troisième république soit une réalité dès le début de l'année prochaine. Ce qui sous-entend que les élections législatives doivent se tenir avant la fin de l'année. Enfin, cette rencontre a permis de savoir que la Côte d'Ivoire enverra une délégation à l'investiture du président Ali Bongo qui aura lieu ce mardi 27 septembre au Gabon. Monsieur le président de l'UDC, l'Union démocratique et citoyenne, quel sens vous donnez à une telle rencontre? Il l'a dit, il a donné le sens de cette rencontre. Je pense qu'il y a été en tant que chef d'État et qu'il a voulu prendre également conseil de vive voix, je dirais, de son aîné, comme il le dit lui-même, sur cet avant-projet de constitution. Et dès l'instant où c'est le chef de l'État, c'est en tant que chef de l'État qu'il s'y rend ou qu'il adopte cette posture, je pense que c'est à mettre au compte des consultations qui, comme il l'a dit, devraient continuer. Voilà, il a dit que le cadre permanent de dialogue devrait aussi continuer le dialogue avec l'opposition. C'est la tâche du ministre d'État Sanoa Oussou et je pense que ça s'inscrit aussi dans ce même cadre. Le dernier Conseil des ministres, comme l'a annoncé le président Alassane Ouattara, a planché sur ce projet de loi portant constitution et qu'il a adopté et décidé de réviser le code électoral. Et Ben Diakité était au palais présidentiel sans compte rendu. Le gouvernement ivoirien a travaillé 2 jours et plus de 14 heures à étudier au point par point les différents articles de ce texte avec pour objectif l'intérêt de la Côte d'Ivoire, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagno Kone. L'idée, c'est vraiment d'effacer la page sombre de la décennie 2010, d'avoir un nouveau contrat social dans lequel chaque Ivoirien se retrouve, un contrat social qui est plus neutre dans sa présentation, plus équilibré, plus clair, plus souple, plus impersonnel et qui permet de ce fait de rassembler tous les Ivoiriens. Le Conseil des ministres a également adopté
adopté un projet de loi modifiant l'article 80 de la loi du 1er août 2000 portant code électoral. Bruno Koné. Ce projet modificatif porte à 30 jours, au lieu de 45 jours, le délai de transmission à la Commission électorale indépendante, CEI, des candidatures à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Il y avait deux articles qui étaient en contradiction dans cette loi portant code électoral, l'article 75 et l'article 80. Et deuxièmement, il a été décidé de revenir à 30 jours pour permettre justement que les élections des députés aient lieu avant la fin de l'année 2016. Le processus se mène tranquillement mais positivement, a annoncé le porte-parole du gouvernement, non sans indiquer que le chef de l'État ivoirien fera une déclaration solennelle le 5 octobre prochain devant les députés lors de la rentrée parlementaire. Tourner la page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire, notamment faisant référence à l'année 2010, faire en sorte que cette loi soit impersonnelle, soit flexible, autant de qualificatifs. Monsieur le Président, Melek Théodore, à entendre le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné, cette constitution, logiquement, devait donc réconcilier les Ivoiriens. Je crois que la page sombre de la Côte d'Ivoire, c'est pas 2010. La page sombre de la Côte d'Ivoire part depuis la rébellion que nous avons connue, quelles qu'en soient les raisons, qu'elles se justifient ou pas. Et nous rendons grâce à Dieu que l'évolution a été plutôt positive et que, après des négociations dans plusieurs capitales et chez nous en Côte d'Ivoire, nous soyons arrivés déjà à rétablir une certaine stabilité. Donc, je suis d'accord pour qu'on dise qu'on tourne la page des années sombres de la Côte d'Ivoire. Et c'est là-dessus que je suis d'accord. Et je crois que cette constitution devrait permettre, comme je l'ai déjà dit, à tous les Ivoiriens de s'identifier, de s'approprier et d'être acteurs de la paix qui devrait accompagner cette nouvelle page que nous voulons écrire pour notre pays. Cela ne dépend que de nous. J'espère que ce vœu sera exaucé. Vous, le politique, qu'est-ce que vous pensez? Vous vous préparez certainement pour les législatives, votre parti du défi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la révision de ce code électoral? 30 jours au lieu de 45 pour la transmission des candidatures? Je ne vois pas très bien l'intérêt, sauf que le ministre porte-parole a dit que deux articles étaient en contradiction. Si c'est pour corriger une contradiction, nous n'y voyons aucun inconvénient. Mais il est bien entendu que, comme vous l'avez au début souligné, il était important de tenir un chronogramme. Parce qu'il a évoqué aussi. Un des instruments qui permet de tenir ce chronogramme, c'est de raccourcir un peu les délais. Ce qui veut dire, oui, nous sommes dans la course et dès que le top est donné, nous allons pouvoir nous aussi faire parvenir nos candidatures. Ça ne vous dérange pas, 30 jours ça suffira. Cette question-là relève plus de la capacité de la CEI de gérer la commission électorale indépendante. Voilà, de la commission électorale indépendante de gérer ces modifications. C'est elle qui va se retrouver avec 3000 candidatures et qui devrait être prête. Donc, en tant que parti, nous n'avons pas du tout de problème avec cette disposition. Alors, à ce stade de la procédure de la société civile, les partis politiques, même si vous l'évoquiez à l'instant, vous proposiez de certainement avoir copie pour une communication au sein du CPD pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce texte de projet de loi. Alors, à entendre les spécialistes en la matière, on ne peut plus apporter un changement au texte jusqu'au référendum pour parler de ce projet de loi portant constitution. Et comme le confirme ici le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao, et qui a donc été interrogé sur Odyssey FM par Ben Diakité. La loi portant organisation du référendum récemment adoptée a défini une procédure selon laquelle, après la remise de l'avant-projet par les experts au chef de l'État, l'avant-projet sera soumis en commission au Parlement et après en plénière. Et lorsque le projet est adopté, il devient évidemment une loi. Donc c'est la loi constitutionnelle et c'est cette loi constitutionnelle qui sera soumise à l'appréciation du peuple par voie du référendum.
Et dans la procédure législative, de façon traditionnelle, après l'adoption, la loi par voie parlementaire ou par voie référendaire, il y a une promulgation, c'est-à-dire c'est l'acte par lequel le président de la République rend obligatoire et exécutoire la norme. Et la publication vient après pour rendre la loi constitutionnelle opposable, n'est-ce pas, aux populations et à tout le monde. Cet avant-projet de constitution va être discuté en Conseil des ministres. Alors eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En Conseil des ministres, on va transformer l'avant-projet en projet de loi constitutionnelle. C'est-à-dire que l'exécutif prend acte de l'existence de l'avant-projet et le soumet au Parlement. Et donc le texte qui sera soumis au Parlement ne sera plus un avant-projet de loi constitutionnelle, mais un projet de loi constitutionnelle. À entendre le juriste Geoffroy Julien Kwao, le président Melek Tudor, est-ce que vous avez la chance d'être entendu dans le cadre du CPD pour une communication avant ou après l'Assemblée nationale? Parce que apparemment, cela ressemblerait à quelque chose qui est déjà bouclé, c'est dans le pipe, et l'on pourrait se retrouver à l'élection référendaire pour se prononcer sur le oui ou le non pour cette constitution. Le projet de loi constitutionnelle va être discuté. Si on a mis au gouvernement une dizaine d'heures pour l'examiner, vous pensez bien qu'au Parlement, ce n'est pas en 5 minutes qu'il va être examiné. J'ai été parlementaire et je sais que ceux qui font sérieusement leur travail s'entourent de conseils, prennent des informations. Donc, ne serait-ce que pour tous ces détails-là, le projet de loi sera bel et bien examiné. Il ne faut pas penser que c'est une lettre à la poste. Maintenant... Examiné par les députés. Examiné par les députés, oui, mais je le rappelais, peut-être pour me faire plus clair, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, on faisait des consultations. C'est pour vous dire que lorsque vous dites que c'est terminé, c'est bouclé, moi je ne crois pas ça du tout. Donc, quelles que soient les fautes qui auraient été commises, tout à l'heure vous avez du professeur Ouraga qui a parlé des 2 précédentes constitutions. Il n'a peut-être pas fait mention des différentes révisions, mais nous avons eu des révisions constitutionnelles à tout bout de champ. Je veux dire, les choses changent et que par conséquent, selon l'importance qu'on y accorde, l'attention doit être aussi particulière. Je vois que le président de la République va s'adresser à l'Assemblée. Ça veut dire que peut-être qu'il a besoin lui-même d'expliquer aux députés pourquoi il propose telle ou telle disposition particulière et il le fait avant que les députés n'aillent en commission. Peut-être qu'il va réussir à convaincre des députés de suivre la voie qui est déjà tracée. Peut-être qu'il ne va pas réussir à les convaincre. Mais toujours est-il que le débat en commission ne va pas se faire en une journée. Vous pouvez me croire. Et je pense que le texte sera bel et bien examiné par les députés. N'oubliez pas qu'ils sont quand même nos représentants. Si nous ne sommes pas, nous sommes une opposition, nous sommes la société civile, nous émettons des vœux et nous espérons que ceux qui nous représentent entendent les vœux que nous exprimons. Par conséquent, que les textes reviennent en discussion au niveau des partis politiques, etc., c'est pas cela qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale doivent prendre leurs responsabilités. La grande erreur qui avait été commise à l'époque par le RDR était de ne pas avoir de députés à l'Assemblée nationale, et bis repetita, quand les choses ont tourné, le FPI aussi a décidé de ne pas avoir de députés à l'Assemblée nationale. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que ce qui est important, nous l'avons dit, nous l'avons suffisamment dit, et je pense que nous avons été entendus. Et pour vous, il y a encore du travail, rien n'est bouclé. Rien ne peut, tant que nous ne sommes pas au jour du référendum, rien n'est bouclé. Autre fait marquant de l'actualité, cet appel du président de l'OLPL, de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, Zio Moussa. Il demande aux journalistes d'éviter de faire des commentaires sur un texte pour parler donc de ce projet de constitution dont ils n'ont pas encore la teneur. Zio Moussa a été joint par Ferdinand Gougoua. Tout le traitement de l'information fait aujourd'hui par les journalistes et par les médias ivoiriens ne porte pas sur le fond, c'est peut-être sur la forme. Tant qu'on n'a pas le contenu de la constitution, les journalistes devraient s'abstenir de lancer cette constitution que nous ne connaissons pas. Ils ne peuvent pas faire de la constitution qu'on ne connaît pas encore un objet de nouveaux conflits sociopolitiques. Pour ne pas arriver
à cela, ils doivent s'entourer de spécialistes et leur poser des questions en toute impartialité, de façon professionnelle, pour voir si sur la forme, il n'y a pas à redire. S'il y a à redire, c'est quoi exactement? Quand on aura la Constitution elle-même, le texte, à partir de là alors, on peut continuer à exercer un regard critique sur le contenu. L'OLPED est en train de mettre en place une campagne à destination des journalistes et des médias, mais aussi une campagne à destination des hommes politiques. La responsabilité des journalistes et des médias sur tout ce qui est conflictuel en Côte d'Ivoire est une responsabilité partagée avec des hommes politiques, avec des partis politiques, auxquels ils sont adossés à travers le modèle économique de ces médias. Zio Moussa l'a dit, il est le président de l'OLPEL. Alors, président Melek Tudor, 100% d'accord. Vous êtes 100% d'accord? 100% d'accord. Mais il ne faut pas craindre qu'il y a trop d'attention ou de discrétion autour de l'élaboration de cette constitution. Ça ne veut pas dire... Il laisse libre cours. Non, ça ne veut pas dire. Ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai dit, et j'estime que cela n'a rien à voir avec le fait de mettre dans un incubateur un projet. Je crois que lorsque vous avez un projet qui est dans un incubateur, vous attendez qu'il mûrisse, qui prennent la forme viable, et ensuite vous le sortez de l'incubateur. C'est à ce moment-là que tout le monde peut dire il est bon ou il est mauvais. Et si chacun s'en va de son couplet, comme ça a été le cas pendant tout ce temps-là, je veux dire, on participe plutôt à semer le doute dans l'esprit des citoyens, et ça, ce n'est pas bon. Et l'OLPED, moi, je m'aligne avec ce que dit Zio Moussa, parce que les journalistes sont un pouvoir. La presse est un pouvoir. Donc, ce pouvoir-là ne peut pas être dilué avec la manipulation d'opinion, etc. Donc, sur la déontologie de la profession, je suis totalement d'accord avec lui. Ce qui ne veut pas dire que la discrétion qui entoure un projet rend ce projet opaque. Non. Le projet, il va bien falloir qu'il vienne à l'air libre et puis qu'il prenne de l'oxygène pour que nous sachions s'il est viable ou pas. Donc je le soutiens, j'aurais dû même ne pas faire de commentaires du tout dessus. Juste pour éclairer la lanterne des uns et des autres, est-ce qu'il est prévu une période de campagne référendaire avant d'aller au vote? Absolument nécessaire. Absolument nécessaire. À cette période, l'on peut espérer qu'on puisse voir le texte maintenant, en tout cas le publier, pour que tout le monde puisse comprendre exactement ce qui a été fait dans l'incubateur. Mais justement, ça sera là le rôle de la presse, de pouvoir décortiquer le projet selon les obédiences et tout ça, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Ça sera au tour des partis politiques de faire campagne s'ils sont pour ou s'ils sont contre, et de faire campagne en expliquant pourquoi ils sont pour et pourquoi ils sont contre. C'est normal. Et il y aura une campagne. Je ne l'ai pas encore entendu dire, mais on ne va pas à une élection référendaire sans campagne. La semaine écoulée sur Odyssey FM a été également marquée par la fixation, nous allons nous intéresser à la filière café cacao, du prix et d'achat du kilogramme de cacao pour la nouvelle campagne de commercialisation qui s'ouvre ce samedi. Alors, suite au gouvernement, le président du Conseil café cacao, Lambert Kwasi Kona, a confirmé le prix de 1100 francs CFA le kilogramme, et il a lancé la campagne de commercialisation en 2016. La mise en œuvre de la péréquation du transport est une mesure nouvelle qui est motivée par notre souci d'établir une équité entre tous les planteurs, notre souci de ne pénaliser aucun d'entre eux. Il faut reconnaître que le système du forfait qui était en vigueur toutes ces dernières années a été décrié par un certain nombre de producteurs, spécialement ceux qui sont dans les zones éloignées. Donc, afin d'assurer le paiement du juste prix du transport relativement à l'origine du produit, il est décidé d'appliquer à compter de cette campagne la péréquation du transport au lieu de ce forfait. Sur proposition du Conseil du café cacao et après validation par le Conseil des ministres, sont arrêtées les dispositions suivantes au titre de la campagne principale de commercialisation du cacao 2016-2017. Tout d'abord, le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire est fixé à 1100 francs CFA par kilo bord champ pour le cacao bien séché et bien fermenté, soit une augmentation de 100 francs CFA par kilo.
certains pays qui ne sont pas producteurs de cacao, entre guillemets, exportent du cacao. Donc nous devons prendre les dispositions pour mettre fin à ces pratiques, car le fruit du labeur de nos producteurs doit leur revenir et tout ce que nous engrangeons doit revenir aussi à l'État de Côte d'Ivoire pour le bien de la nation entière. 100 francs CFA d'augmentation pour cette nouvelle campagne de commercialisation de cacao qui s'ouvre. Et pourtant, on nous annonce que la production est en baisse en Côte d'Ivoire et le président du conseil d'administration l'a bien souligné au cours de sa conférence de presse. Alors, comment on explique cela? Ce n'est peut-être pas mauvais que la production soit en baisse. La loi du marché, c'est cela. Si la production baisse, les prix augmentent. Le cacao est un produit de rente et un produit de spéculation. Et puis, on sait très bien qu'il y a des mécanismes qui permettent de maintenir ou de faire baisser les cours. Ceci étant, je voudrais dire que le fait maintenant de faire une péréquation transport pour permettre à tous les paysans d'encaisser, quelle que soit leur situation géographique, le prix de leurs produits est une bonne mesure, une mesure incitative. Et j'espère que le Conseil Café Cacao prendra des dispositions pour que on ne replonge pas encore dans ce qui a été décrié. Qu'est-ce qui a été décrié? Mais les planteurs, il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas le prix de Borchamp. Et tout le monde le sait. Par exemple, vous êtes à Bragne-Miambo, ça se trouve aux confins de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas vous donner ça parce que nous, il y a le transport, le forfait ne suffit pas. Et ce sont les arguments qui sont avancés par les acheteurs sur le terrain et qui font que lorsque c'est à 1000 francs, il y a même des paysans, à cause de la rentrée, à cause de beaucoup de situations similaires, qui préfèrent vendre leurs produits pour ne pas l'avoir sous la main et avoir des problèmes de conservation, etc. Et qui vendent à 800 francs, à 750 francs, bien au-dessous du prix. Alors évidemment, pour ces acheteurs véreux, vous avez quelqu'un qui gagne 300 francs le kilo et puis qui fait 20 000 tonnes, 30 000 tonnes, c'est quand même une petite fortune. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger tout cela? On avait, avec une compagnie à l'époque, instauré un contrôle sur la qualité et la destination des productions et sur le coût d'achat Borchamp. Ce qui a permis à l'État de faire de grosses économies et ensuite empêcher les fuites de nos produits vers ces pays-là qui soit sont producteurs mais qui avaient quand même des mesures plus attractives, soit qui ne produisent rien et qui quand même réussissent à vendre. Et aujourd'hui, je pense que le Conseil Café Cacao devrait regarder tout cela de plus près. Mais c'est bien, 100 francs c'est bien, l'année prochaine j'espère que ce sera 200 ou 300 francs. Et nous terminons cette émission avec cette décision du ministère de l'Éducation nationale d'occuper la matinée du mercredi pour dispenser des cours aux élèves des écoles primaires de Côte d'Ivoire. Et les mercredis se succèdent depuis la rentrée scolaire du 13 septembre. Mais la mesure piétine, comme l'a constaté notre correspondant à Boaké, Kader Diaby. Cette fillette est en classe de CM1 à l'EPP Namo 2. Nous l'avons rencontrée sur le chemin du retour pour la maison en compagnie de sa sœur. Voici les élèves sont là, les maîtres sont là. On a vu les mains, on n'a pas vu les élèves. Sa sœur Touré Nassou nous dit pourquoi elle retourne à la maison. Le matin, on dit ils disent qu'il n'y a pas cours. Et j'ai allongé, on voit parce que madame le ministre a dit qu'il y a cours. Donc on est allé, on a vu les mecs là-bas, mais il n'y avait pas des élèves. À Boaké, certains établissements publics sont restés fermés. Ceux qui ont ouvert leurs portes n'enregistrent aucun cours. C'est le constat qu'a fait le contrôleur Siaka Kone, conseiller pédagogique à l'IEP Ngatako. Le constat est là, c'est que beaucoup d'enseignants sont présents, les directeurs sont là. Nous constatons aussi que dans certaines écoles, les enfants ne sont pas là. C'est vrai que les enseignants sont présents, mais on constate qu'il n'y a pas de cours. Dans la majorité des cas, quand un enseignant est présent et qu'il est assis dans sa classe, même si c'est devant 2 élèves, il a un devoir de s'entretenir avec ses élèves. Bien qu'étant présent dans une classe vide, cet enseignant qui a requis l'anonymat dit ne pas épouser l'idée des cours du mercredi. Et pour cause. J'utilisais ces mercredis-là pour faire nos cours. Aujourd'hui où je suis
des assises, c'est pour nous dire d'aller inscrire ma fille qui est au lycée. Mais la décision du gouvernement me contraint à être aujourd'hui en place. Je ne fais qu'attendre les élèves, je n'ai pas le choix. Nos collègues qui sont dans les coins reculés, ils utilisaient ces mercredis-là pour venir faire leur cours dans l'administration. Aujourd'hui, quand on nous enlève ce mercredi, c'est vraiment regrettable. Je ne sais pas quel jour nous allons utiliser pour faire nos cours. Pour l'heure, enseignants et parents d'élèves espèrent la réouverture des négociations. Kader Diaby, Boaké, ONUSI FM. Après ce constat, la conclusion de notre correspondant est claire. Il faut ouvrir de nouvelles négociations entre toutes les parties prenantes. Et vous, Monsieur le Président de l'UDECI, quel est votre avis sur la question? Disons que le dialogue est l'arme des forts. Moi, je lis certaines déclarations de certaines personnalités politiques que je trouve désolantes parce que on a frappé les Noirs pendant l'esclavage, mais ils sont devenus indépendants. On les a torturés en Afrique du Sud, mais ils sont devenus indépendants, ils sont devenus même présidents. Je crois que nous sommes dans un pays de dialogue, il faut utiliser le dialogue. Et il ne faut pas se lasser de discuter. Ça peut prendre des jours. Ça peut prendre des mois, mais il faut discuter, il faut avancer, il faut prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Ce n'est pas une faiblesse de dire « je vous ai compris et nous allons reconsidérer une situation ou la réaménager autrement ». Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force qui montre que vous êtes capable de décider si c'est le jeudi ou si c'est le vendredi ou si c'est le mercredi. C'est vous qui décidez. Mais je pense qu'en le faisant, on agrandit le cercle de sympathie. Les enseignants comprendront aussi les raisons pour lesquelles le gouvernement tient tant à ce mercredi. Et puis bon, s'il y a des aménagements, mais les enseignants comprendront aussi que le gouvernement les a compris. Mais moi, j'ai parlé avec beaucoup d'enseignants. Vous savez, non seulement il y a la préparation des cours, mais il y a également la disponibilité pour aller faire des courses, etc. N'oublions pas que tout commence par l'enseignement de base. Ce sont ces personnes-là qui éduquent nos enfants à notre place. Le président Oufoué a été généralement magnanime avec avait une oreille pour les enseignants. Pour les enseignants, parce que sinon, vous savez, c'est comme si vous confiez vos enfants à un chauffeur et puis qu'il refuse de condamner les portes et que les enfants ouvrent les portières pendant que la voiture est en train de rouler. Donc je crois que nous avons tous à gagner à nous mettre autour de la table, et puis le ministre de l'Éducation nationale, oui, c'est une bonne négociatrice. Je sais qu'elle sait négocier et elle sait bien négocier. Donc elle n'a pas besoin de se fâcher, et puis les autres ministres n'ont pas besoin de dire ce qu'ils disent. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'enseignants, vous allez commander qui? S'il n'y a pas de fonctionnaires, vous allez payer qui? Le monde change, changeons avec. On est dans une période où on est en train d'essayer de gagner la sympathie des uns et des autres. J'espère que chacun aura tiré la leçon qu'il faut, et puis qu'on ne répète pas constamment les mêmes erreurs. C'est sur ces mots que nous refermons cette émission. La semaine en revue de ONUSI FM, notre invité cette semaine est le président de l'UDECI, l'Union démocratique et citoyenne, Melek Théodore, anciennement ministre, également député de Jarville, ancien maire de Cocody, et on l'a dit, il est signataire de l'accord de Marcoussis. Et avec vous, Melek Théodore, nous avons donc décrypté les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée. Et président Melek Théodore, je vous remercie. Merci infiniment à ONUSI FM. Je crois que c'est la radio de la paix, la fréquence de la paix. Et donc, tout ce que nous le disons sur votre antenne pour contribuer aussi à la paix. Merci de nous appeler souvent. Merci à vous. Et puis, merci à vous, chers auditeurs. Merci de nous être fidèles. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix et à très bientôt.